Un renversement chiffré secoue le nord du Burkina Faso. Là où la peur vidait les routes, les puits se remplissent à nouveau et les marchés reprennent un bourdonnement qu'aucun scénario prudent n'osait annoncer. Que signifie cette inversion concrètement pour ceux qui regardent l'Ibrahim Traoré comme le visage fragile d'une rupture possible et qui mesurent le risque à chaque trajet, peut-être le début mesuré d'un pays qui réapprend à respirer? Ce chapitre s'engage à comprendre comment une transformation longtemps jugée improbable a pu s'installer dans le nord du Burkina Faso sans proclamation spectaculaire. Promesse simple et mesurable. Suivre des signes concrets de normalité retrouvée. Dans un territoire où l'effondrement sécuritaire avait remodelé la carte humaine, la réouverture d'un marché, la remise en service d'un puits ou le retour régulier d'élèves portent un enjeu qui dépasse l'anecdote. Ces gestes ordinaires deviennent des indicateurs silencieux. Ils disent si la peur recule réellement ou si elle ne fait que changer de forme. L'enjeu dépasse la réussite d'une opération ou la visibilité d'un dirigeant. Il touche à la capacité d'un pays à transformer une amélioration fragile en routine durable, puis à protéger cette routine quand l'attention se déplace ailleurs. Chaque avancée locale modifie l'équilibre national, même lorsqu'elle paraît minuscule au premier regard. Et si ces micro-stabilités tiennent, elles peuvent recomposer une trajectoire entière. Plus d'un million de personnes déplacées commencent à revenir dans le nord du Burkina Faso, inversant une dynamique longtemps jugée irréversible. Ce chiffre, confirmé par les autorités locales, marque un seuil critique. Un territoire vidé retrouve une densité humaine suffisante pour recréer des routines viables. Ce renversement ne provient pas d'un événement isolé, mais d'une séquence méthodique où les signaux les plus visibles sont paradoxalement les plus ordinaires. Des puits redeviennent fréquentés sans escorte permanente. Des marchés rouvrent à intervalles réguliers. Des écoles, parfois encore précaires, accueillent des élèves de manière continue. Pris séparément, ces indices paraissent modestes. Ensemble, ils dessinent une trajectoire qui se redresse parce qu'ils impliquent en une répétition le même geste, plusieurs jours de suite, sans rupture. Le contexte rend cette bascule d'autant plus significative. Pendant des années, l'insécurité avait fragmenté les villages, coupé les routes et figé les échanges. La peur ne se lisait pas seulement dans les attaques, mais dans l'impossibilité de prévoir. Une route pouvait devenir impraticable en quelques heures, un marché s'effacer au moindre signal, une école fermée avant même d'avoir ouvert. L'effondrement se mesurait donc autant par la fuite que par la disparition de la prévisibilité. C'est ici que s'inscrit Ibrahim Traoré, non comme figure héroïque, mais comme acteur structurant d'une architecture qui privilégie la durée. La logique décrite est simple: dégager, puis tenir. Quand la présence reste, les habitudes reviennent. Quand les habitudes reviennent, la peur recule par couches successives. Le retour des déplacés devient alors l'indicateur clé, parce qu'il traduit une réévaluation du risque par des milliers de foyers fondés sur des observations répétées plutôt que sur des rumeurs. La question qui s'impose est déjà opérationnelle. Si cette inversion est possible ici, qu'indique-t-elle pour l'équilibre du pays tout entier? À Boulay Dumuhoun, le premier signe du changement n'a pas été une annonce officielle, mais un étal rouvert au lever du jour. Une femme âgée raconte qu'elle a recommencé à vendre du mil dès que les patrouilles mixtes sont restées plusieurs semaines sans interruption. Pour elle, le déclic n'était pas économique au départ. Il était psychologique. Rester sur la place du marché sans surveiller l'horizon à chaque minute. Ce geste a attiré d'autres vendeurs, puis des acheteurs réguliers, jusqu'à recréer un rythme que le village avait perdu. Dans un village voisin, un professeur décrit une transformation tout aussi discrète. Ses élèves, dispersés,
à des dizaines de kilomètres pendant les années de fuite reviennent progressivement dès qu'un poste mobile demeure ouvert plus de 2 semaines. L'école devient un repère stable même sans infrastructure complète. Ce n'est pas la qualité du bâtiment qui rassure les familles, mais la continuité des horaires et la prévisibilité des trajets. Ces deux micro-récits révèlent une même logique. La stabilisation ne commence pas par des projets visibles à grande échelle, mais par la possibilité retrouvée de répéter des gestes ordinaires sans interruption. Vendre, enseigner, aller chercher de l'eau cessant d'être des actes à risque pour redevenir des routines. Et lorsque ces routines persistent, elles déplacent la perception collective du territoire. En clair, quand la routine revient, la stabilité commence vraiment. Avant 2022, le nord du Burkina Faso suivait une logique de délitement continu. Les routes se fermaient par segments, les marchés se vidaient par réflexe, les écoles pouvaient se dissoudre en quelques heures dès qu'une alerte circulait. La fuite n'était pas seulement une réaction à un danger ponctuel, elle devenait une stratégie de survie structurante. Dans ce cadre, l'idée même d'un retour durable semblait improbable, car chaque tentative de reprise se heurtait à la même fragilité, l'absence de continuité. Le déclenchement intervient lorsque l'effondrement sécuritaire atteint d'un seuil critique. Des groupes armés contrôlent des zones entières, provoquant des départs massifs et rendant toute activité prévisible impossible. Face à cette spirale, la ligne directrice formulée au sommet est brutale dans sa simplicité. La survie collective ne peut plus dépendre d'interventions ponctuelles ni d'un tempo dicté de l'extérieur. Il faut dégager, puis se tenir. La séquence change alors de nature. Au lieu d'une réaction dispersée, une architecture progressive s'installe, conçue pour transformer un territoire fragmenté en espace récupérable dans la durée. La première phase correspond à l'ouverture de corridors essentiels. Des unités d'intervention rapide sont déployées avec un mandat précis: neutraliser les menaces immédiates et rétablir une circulation minimale. L'objectif n'est pas de conquérir, mais de débloquer. Une route praticable permet aux cultivateurs de rejoindre leurs champs. Un axe sécurisé rend possible l'acheminement de biens essentiels. Ces opérations créent un espace de respiration, mais encore fragile, où le retour reste prudent, presque expérimental. On ne revient pas parce que l'espoir renaît, on revient parce qu'un trajet devient reproductible. Le pic de la séquence se situe lorsque la phase civile prend le relais, sans rupture. Les patrouilles ne repartent pas immédiatement après les opérations. Elles s'installent. Des unités mobiles de police et des équipes civiles demeurent sur place, arbitrent les litiges mineurs, organisent les déplacements vers les puits et accompagnent la réouverture progressive des écoles. Cette présence continue transforme une zone dégagée en zone habitable. Les habitants observent, testent, puis ajustent juste leur comportement. Ils ne croient pas à une promesse. Ils évaluent une régularité. C'est à ce moment que les retours commencent à s'accélérer. Les marchés rouvrent plusieurs jours de suite. Les enseignants maintiennent des horaires réguliers. Les trajets vers les champs se font sans escorte systématique. Chaque répétition valide la précédente et réduit la perception du risque. Dans cette mécanique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un moment spectaculaire, mais comme un fil conducteur, l'exigence de continuité, plus que l'annonce d'une victoire. La rémanence constitue la phase la plus décisive. Une fois les routines installées, elles produisent leur propre inertie. Un marché animé attire d'autres vendeurs. Une école ouverte encourage d'autres familles à revenir. La densité sociale retrouvée rend plus coûteuse toute tentative de reprise. La stabilité ne repose plus uniquement sur la force, mais sur la multiplication de gestes ordinaires qui, mis bout à bout, recomposent un territoire.
Dans cette trajectoire, l'action associée à Ibrahim Traoré relie le déclenchement, le pic et la rémanence par une même logique. Maintenir assez longtemps pour que la normalité cesse d'être une exception. Au point bas, plus de 2 millions de personnes avaient fui les zones rurales du Burkina Faso, vidant villages, écoles et marchés en chaîne. Aujourd'hui, plus d'un million de déplacés sont revenus dans le nord, signalant un écart décisif. La fuite n'est plus l'unique option rationnelle. Ces deux repères se chiffrer ne valent pas comme trophée statistique, mais comme indicateur de comportement collectif. Le premier fixe la ligne de référence de l'effondrement social. Quand des millions de personnes partent, la vie locale cesse de fonctionner. Les, serri- les services se désagrègent, les routes perdent leur utilité, l'économie se replie sur l'urgence et la peur devient une norme structurante. L'amélioration, si elle existe, doit être lue à partir de ce creux sans le minimiser et sans confondre reprise partielle et sortie de crise. Le second repère mesure un changement observable, le retour volontaire d'une partie significative de ces familles. Ce mouvement n'est ni spontané ni symbolique. Il traduit une réévaluation du risque réalisée quotidiennement par des foyers qui comparent les rumeurs à des signes concrets. Les familles ne se finent pas à une promesse globale, elles vérifient une répétition. L'eau est-elle accessible sans escorte? Les trajets tiennent-ils plusieurs semaines? Le marché ouvre-t-il selon un rythme prévisible? Quand ces critères cessent de s'effondrer, la décision de revenir devient rationnelle, même si la peur n'a pas disparu. Un troisième indicateur change l'échelle de lecture. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour ouvrir et tenir des corridors essentiels. Il ne s'agit pas seulement d'une présence accrue, mais d'une organisation conçue pour durer. Chaque bataillon sécurise un périmètre précis afin de rétablir des flux minimaux: circulation, approvisionnement, déplacement scolaire, accès aux champs. La force initiale crée l'espace, la continuité en assure l'usage. Et cette continuité permet l'apparition des routines qui deviennent à leur tour une forme de protection parce qu'elles densifient le territoire. Trois mesures s'articulent en boucle. Le point bas rappelle la profondeur du choc. Le retour prouve qu'un seuil de prévisibilité a été franchi dans certaines localités. Le déploiement opérationnel explique comment ce seuil peut être atteint et maintenu. Si l'un de ces éléments se rompt, absence prolongée, corridors fermés, services vitaux interrompus, la boucle peut s'inverser et la fuite redevenir la solution la plus sûre. C'est pourquoi l'interprétation doit rester prudente. Les chiffres attestent d'une variation mesurable des comportements, pas d'une stabilité uniforme. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré se lit comme une hypothèse opérationnelle: maintenir une sécurité continue assez longtemps pour que la densité sociale retrouvée commence à se renforcer elle-même. La question n'est donc pas de célébrer un écart ponctuel, mais de préserver les conditions qui le rendent vrai demain. Pour garder trois repères simples en tête, il suffit de retenir ceci. Plus de 2 millions de personnes avaient fui, ce qui résume l'effondrement des routines. Plus d'un million sont revenus, signe qu'un seuil de prévisibilité a été jugé suffisant. Et 28 bataillons ont été déployés pour ouvrir et tenir des corridors essentiels. Deux lectures majeures coexistent aujourd'hui pour interpréter la trajectoire récente du Burkina Faso, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide, sans caricature ni réflexe partisan. La première soutient que la stabilisation observée n'est qu'une militarisation progressive déguisée. Ses partisans rappellent que l'augmentation du nombre d'unités armées, la centralisation du pouvoir et le report des échéances politiques constituent des signaux classiques d'une dérive sécuritaire durable. Dans cette lecture, les marchés rouverts et les retours de population resteraient fragiles,
dépendant d'une présence coercitive appelée à s'étendre plutôt qu'à se retirer. L'histoire régionale du Sahel, marquée par des séquences où une accalmie initiale n'a pas empêché la réapparition des violences, nourrit cette prudence. Selon cette thèse, ce qui ressemble à un retour de la normalité pourrait n'être qu'un intervalle contrôlé, vulnérable au moindre relâchement. La seconde lecture part du terrain et inverse la focale. Elle affirme que la stabilisation ne se mesure pas d'abord à la visibilité des forces, mais au comportement qu'elles rendent possible. Le retour massif de familles, la reprise régulière des écoles et l'utilisation quotidienne des puits sans escorte constituent, selon cette approche, des indicateurs plus fiables que les déclarations politiques. Les habitants ne décriraient pas une domination accrue. Ils décriraient la possibilité retrouvée de planifier leur journée sans anticiper une fuite immédiate. Ce changement de comportement serait difficilement compatible avec une simple illusion sécuritaire parce qu'il implique un pari répété: revenir, rester, investir un marché, envoyer un enfant à l'école. L'épreuve décisive entre ces deux lectures réside dans la durée et la cohérence des gestes observables. Si la militarisation était la variable dominante, on verrait une stabilisation statique dépendante d'un contrôle permanent, sans densification sociale réelle. Or, les signaux décrits sur le terrain suggèrent l'inverse: plus de retours entraînent plus d'activité, ce qui réduit progressivement la dépendance à une supervision constante. La présence sécuritaire devient un support, non un substitut à la vie ordinaire. La stabilisation burkinabé ne se tranche donc pas par un jugement idéologique, mais par un critère concret. La vie quotidienne progresse-t-elle sans supervision accrue semaine après semaine? Le basculement est comportemental. À ce stade, le changement le plus déterminant n'est plus uniquement militaire, mais lié à la manière dont les habitants réorganisent leur journée. Dans plusieurs villages du Nord, les retours ont atteint une masse suffisante pour modifier le rythme même de la vie quotidienne. Les femmes ne se déplacent plus en groupe compact vers les puits réparés. Les enseignants maintiennent des horaires réguliers, non par injonction, mais parce que les élèves sont présents. Les marchés fonctionnent selon des jours prévisibles, attirant vendeurs et acheteurs sans coordination formelle. Ce point de bascule révèle une dynamique souvent négligée. La sécurité cesse d'être perçue comme une condition exceptionnelle et commence à être intégrée comme une donnée ordinaire. Lorsque cette perception s'installe, elle transforme les calculs individuels. Les familles n'attendent plus une garantie absolue. Elles testent la continuité. Chaque semaine sans rupture renforce la décision de rester, et chaque décision de rester renforce la densité sociale. Dans cette phase, l'action associée à Ibrahim Traoré change de lecture. Elle ne se limite plus à l'ouverture de corridors ni au maintien des unités. Elle s'exprime dans la capacité des communautés à convertir cette présence en habitude durable. La stabilisation n'est plus seulement imposée, elle est progressivement appropriée. Au niveau de l'État, la stabilisation progressive modifie d'abord la perception de la présence publique. Là où l'administration avait disparu, la continuité sécuritaire permet le retour de services élémentaires, même sous une forme minimale. Les routes principales rouvrent par segments, reconnectant des communes longtemps isolées et rétablissant des flux qui avaient cessé d'exister. Le retour de plus d'1 million de déplacés, après un point bas à plus de 2 millions de fuites rurales, redessine la carte humaine et recrée une légitimité fonctionnelle. L'État n'est plus seulement invoqué, il devient visible dans la régularité des gestes qu'il rend possibles. Dans ce cadre, l'architecture impulsée sous Ibrahim Traoré agit comme un cadre opératoire plus qu'un symbole, parce qu'elle se mesure par la continuité et non par la proclamation. Sur le plan économique, les effets sont immédiats mais graduels.
La réouverture des marchés relance des circuits courts essentiels à la survie locale, sans promettre une prospérité soudaine. À Barcelogo, Gabou ou Boulet Mouhoun, les étals de céréales, de légumes et de bétail attirent des acheteurs réguliers, et les artisans, mécaniciens et transporteurs reprennent une activité minimale mais prévisible. Cette reprise transforme surtout une chose: la capacité de planification. Quand un ménage peut anticiper une semaine, parfois un mois, il sort partiellement de la logique de survie absolue et il réinvestit des routines qui stabilisent l'ensemble du tissu local. Dans la vie quotidienne, les conséquences sont encore plus tangibles car elles touchent le calcul intime du risque. L'accès à l'eau sans escorte transforme la mobilité des femmes et réduit la nécessité de se déplacer en groupe compact. Le retour à l'école, même dans des conditions précaires, restructure les journées des familles. Les horaires deviennent un repère stable et les enseignants un point fixe. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'organiser chaque décision, car les gestes ordinaires redeviennent reproductibles. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de convergence des attentes et des doutes. Ce qui compte n'est pas l'image, mais la possibilité pour les habitants de tester jour après jour si la normalité tient. À l'échelle régionale, l'évolution burkinabé crée un contraste net. Les zones frontalières restent fragiles, mais l'intérieur du pays forme progressivement un espace tampon où la densité sociale rend les incursions plus coûteuses. Le déploiement de 28 bataillons d'intervention rapide illustre ce changement d'échelle. Ouvrir et tenir des corridors essentiels ne vise pas seulement à repousser une menace, mais à rendre les flux possibles. Chaque village stabilisé devient un point d'ancrage qui limite la circulation des groupes armés sans pour autant exporter mécaniquement la stabilité. La dynamique agit comme une recomposition graduelle des équilibres observables dans la continuité des marchés, des puits et des écoles. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, et elles dépendront moins d'annonces politiques que de la capacité des villages à maintenir les routines récemment reconquises. Les variables décisives sont connues: continuité sécuritaire, fiabilité des services essentiels et densité sociale suffisante pour amortir les chocs. L'enjeu n'est pas de prédire, mais de raisonner en conditions. Dans un premier cas, la continuité se prolonge sans accélération. La dynamique actuelle se prolonge par paliers. Les corridors sécurisés restent ouverts, les unités civiles demeurent dans les localités déjà stabilisées et les retours se poursuivent à un rythme modéré. Les marchés fonctionnent de façon régulière mais limitée et les écoles maintiennent des horaires continus, parfois précaires. Les zones frontalières demeurent des points de tension mais sans rompre l'équilibre intérieur. Dans cette hypothèse, la stabilisation progresse lentement avec des fluctuations locales sans inversion globale. Dans un second cas, plus favorable, la consolidation devient progressivement auto-entretenue. La continuité ne se contente plus de tenir, elle devient robuste. Les puits et diaux restent opérationnels sans interruption, les routes puits secondaires deviennent praticables plus longtemps et les écoles gagnent en régularité. Les coopératives locales, les réseaux d'entraide et les micro-initiatives agricoles renforcent la capacité des communautés à absorber des perturbations. Les échanges intervillages reprennent, densifiant les marchés et réduisant progressivement la dépendance à une présence sécuritaire visible. L'inertie sociale positive rend les incidents moins efficaces et plus coûteux, car l'espace vécu devient plus résilient. Dans un troisième cas, plus fragile, une perturbation ciblée provoque un recul local. Quelques incidents, souvent venus des zones frontalières, interrompent des services essentiels, provoquent des déplacements temporaires ou forcent des redéploiements civils. Les villages isolés, dont la stabilisation repose sur une présence continue, seraient les plus exposés. Toutefois, même dans ce cas, les communautés ayant reconstitué des routines disposent d'une ressource nouvelle:
Elles évaluent, s'adaptent et attendent plutôt que de fuir immédiatement, tant que les conditions minimales peuvent être rétablies. Une recommandation de méthode s'impose. Suivre des indicateurs simples plutôt que des récits. Tant que l'eau reste accessible, que les trajets sont praticables et que l'école ouvre régulièrement, la stabilisation tient. Si l'une de ces conditions se rompt durablement, la trajectoire s'infléchit. Pour celui qui observe le Burkina Faso depuis l'extérieur, les chiffres et les cartes peuvent sembler abstraits. Pourtant, la transformation décrite dans les villages stabilisés renvoie à une expérience universelle, le moment où une communauté cesse d'organiser sa vie autour de la peur. Ce basculement n'est pas spectaculaire. Il se lie dans la possibilité de prévoir demain puis la semaine suivante. Cette capacité à anticiper, même modestement, change tout. Elle libère du temps mental, elle rend possible le travail régulier, elle permet de remettre un enfant à l'école sans calculer chaque matin une fuite potentielle. Pour celui qui s'intéresse aux mécanismes institutionnels, la trajectoire récente offre une autre clé de lecture. La stabilisation ne repose pas sur une décision unique, mais sur l'alignement de systèmes simples. Sécurité continue, services essentiels fiables, participation locale. Quand ces éléments se renforcent, l'État cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient une présence fonctionnelle, mesurée à travers la régularité des écoles, l'accès à l'eau et la tenue des marchés. Cette logique interroge directement la manière dont une autorité devient crédible dans les zones longtemps abandonnées. Pour celui qui reste sceptique, enfin, le terrain propose une invitation méthodologique. Observer les faits avant d'interpréter les intentions. Les habitants ne parlent ni de doctrine ni d'idéologie. Ils évoquent des repères concrets, une route praticable, un puits accessible, un enseignant présent chaque matin. Ces indicateurs, parce qu'ils sont vérifiables et répétés, constituent une base plus solide que des récits préconçus. À travers ces trois portes d'entrée, une même idée se dégage. La stabilisation devient intelligible dès lors qu'on la relie à des gestes ordinaires. C'est dans cette traduction du terrain vers le regard du public que la trajectoire burkinabé prend tout son sens. Transformer une stabilisation naissante en cadre durable exige une méthode lisible fondée sur des actions vérifiables plutôt que sur des promesses générales. L'approche associée à Ibrahim Traoré peut se résumer en une séquence cohérente, structurée par des indicateurs simples qui permettent de mesurer la continuité et donc la confiance. D'abord, il s'agit de maintenir la présence civile après les opérations. Les unités mobiles ne doivent pas se retirer dès la sécurisation initiale. Elles restent plusieurs semaines afin d'ancrer les routines. Un repère concret pour suivre cela est continuité des horaires scolaires et diminution des déplacements escortés vers les points d'eau. Ensuite, l'objectif est d'assurer la fiabilité des systèmes vitaux. Les puits doivent fonctionner sans interruption, les routes essentielles rester praticables et les marchés ouvrir à date fixe. Chaque rupture fragilise la confiance acquise. Un repère concret pour suivre cela est fréquence hebdomadaire des marchés et accès quotidien à l'eau sans incident signalé. Puis, l'effort consiste à installer une cogestion communautaire. Anciens, enseignants, artisans et représentants locaux participent à l'arbitrage des conflits mineurs et à l'entretien des infrastructures. Cette implication réduit la dépendance à une supervision extérieure. Un repère concret pour suivre cela est baisse des zones désertées et hausse régulière des retours familiaux. Enfin, on cherche à renforcer l'inertie sociale positive. Coopératives, réseaux d'entraide et micro-initiatives agricoles densifient le tissu local. Chaque famille revenue devient un point d'ancrage supplémentaire. Un repère concret pour suivre cela est stabilité des échanges intervillages
et maintient des activités économiques de base. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de choc. Elle fournit un cadre pour les absorber sans inversion brutale. La stabilisation durable n'est pas un état final, c'est une pratique quotidienne, mesurée par la constance des gestes ordinaires. La question décisive reste donc ouverte. Ces indicateurs resteront-ils vrais lorsque l'attention se déplacera ailleurs? À Boulay Dumuhun, la femme qui avait rouvert son étal parle désormais du bruit du marché comme d'un repère, non pas un symbole politique, mais une preuve quotidienne que la peur ne dicte plus chaque mouvement. Dans le village voisin, le professeur observe ses élèves s'installer chaque matin avec une régularité nouvelle. Les cahiers ouverts sur des tables usées valent pour lui plus qu'un discours officiel. Ils signifient que le trajet jusqu'à l'école est redevenu prévisible et que l'avenir n'est plus suspendu à une alerte permanente. C'est dans cette trame vécue que l'action associée à Ibrahim Traoré prend une tonalité particulière. Elle n'apparaît ni comme un héroïsme solitaire ni comme une rupture spectaculaire, mais comme l'impulsion qui permet à ces gestes de tenir dans la durée. Les habitants ne parlent pas de stratégie, ils parlent d'eau accessible, d'écoles ouvertes, de routes redevenues possibles. Lorsque ces fragments du quotidien se rassemblent, ils composent une stabilité lisible avant même d'être proclamés. La reconstruction progresse par répétition, pas par déclaration. Et Ibrahim Traoré n'existe ici que dans ce test. La stabilité naît des gestes tenus, pas des slogans. Ce qui se joue et attache aujourd'hui au Burkina Faso ne se résume pas à une victoire ou à un échec annoncé. C'est un processus discret, porté par des villages qui testent chaque jour la solidité de leur routine retrouvée. Suivre cette trajectoire demande moins d'adhésion que d'attention. Observer si les marchés ouvrent encore, si les puits restent accessibles, si les écoles maintiennent leurs horaires malgré les tensions persistantes. Pour celles et ceux qui regardent de loin, l'enjeu n'est pas de se laisser capturer par un récit unique, mais de rester fidèle aux indicateurs concrets. Les gestes ordinaires racontent souvent plus que les déclarations officielles, parce qu'ils sont répétables et vérifiables. Ils offrent aussi une manière de poser les bonnes questions au bon moment, sans précipiter les jugements. Alors, quels signes mériteront d'être surveillés dans les prochains mois? À quel moment dira-t-on que la stabilisation tient vraiment ou qu'elle vacille? Et surtout, que peut-on apprendre de ces micro-stabilités pour comprendre comment des sociétés fragilisées tentent, pas à pas, de reprendre la maîtrise de leur quotidien?